Bien, pues comenzamos entonces esta sesión. Bienvenidas, bienvenidos, marhaba, bienvenue a esta segunda sesión de Aula Árabe Universitaria que se llama El Teatro Escrito en Árabe Marroquí, Historia y Presente. Estas aulas árabes universitarias tienen el objetivo de impulsar el conocimiento sobre el mundo árabe y complementar la formación impartida en los programas universitarios, eso sí, desde una perspectiva multidisciplinar que pueda ofrecer a los estudiantes la posibilidad de contactar con expertos relevantes a nivel internacional las distintas materias que se relacionan con el mundo árabe. Antes de iniciar, digamos, con el contenido, quisiera hablar un poco de las indicaciones técnicas de esta sesión que se desarrolla en Teams. Hay que recordaros que hay que apagar o silenciar vuestros micrófonos, apagar vuestras cámaras y las preguntas se darán al final de la ponencia, de la charla, a través del chat. Así la asistencia también podemos garantizar que va a quedar registrada, ¿no? Nos están saliendo vuestros nombres y esto quedará registrado, digamos, su asistencia quedará registrada. Nuevamente bienvenidas, soy Karim Hauser de Casa Árabe y bueno, estas conferencias tratan sobre una variedad de aspectos relacionados con el mundo árabe, como decía, el mundo árabe islámico, desde temas de historia hasta temas de actualidad y, por supuesto, muchos de ellos han sido, o la mayoría han sido elegidos por los propios programas universitarios. Esta segunda sesión en concreto la hacemos en colaboración con el grado de Lenguas Modernas y sus literaturas, opción árabe como lengua mayor, de la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy vamos a explorar la intersección del teatro con la lengua. Concretamente, y puesto que vamos a hablar del teatro marroquí, vamos a abordar el tema del darija, que es árabe marroquí y que diríamos que es la forma de expresión natural, orgánica, no solo en el día a día, sino también en lo que vamos a ver hoy, que es el escenario, las tablas, el lenguaje artístico del teatro. En Casa Árabe, quizás debido a las limitaciones del espacio, quien no lo sabe, pues tenemos un auditorio que hace de sala de conferencias, pero también de sala de música, de teatro, de cine, pero no hacemos tanto teatro como quisiéramos, sin duda debido a los requerimientos que muchas veces las producciones de teatro implican, ¿no? Nuestro fuerte realmente es el cine, que es mucho más fácil de transportar para estas instalaciones que os decía, y sobre todo más en estos tiempos de pandemia, donde pues mover a una compañía teatral resulta complicado. En la pantalla grande, eso sí, el séptimo arte se expresa en árabe coloquial, sea magrebí, mashrequí, jaliji, o sea, del Golfo, y hemos incluso proyectado aquí en Casa Árabe películas en bereber o en kurdo. Entonces, digamos que totalmente en concordancia con nuestros objetivos de representar la diversidad del mundo árabe, nos interesa muchísimo poder escuchar otros árabes que no sean el árabe moderno estándar o el árabe clásico o el fusha. Y desde luego esta sesión se inserta en este esfuerzo. Lo que sí hemos hecho a lo largo de nuestro recorrido es que sí hemos abordado en charlas el teatro y su función social. Por ejemplo, en el cuarto aniversario de las llamadas Primaveras Árabes, que fue en el año 2015, invitamos a un paisano, a un marroquí, Jawad Asunani, de la compañía Daba Teatr, a hablar del teatro del pueblo
y de la memoria colectiva en el año 2015. Pero bueno, voy a pasar la palabra a Adel Mustawi, profesor en el grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas de la Universidad Complutense de Madrid, quien nos va a hablar más de esto y que va también a presentar a nuestro ponente Omar Fertat. Yo unas simples palabras en francés para Omar, juste pour vous saluer, Omar, et vous remercier de participer à cette série de conférences dans le cycle de Aula Árabe Universitaria. Je parlais de l'intérêt de Casa Árabe non seulement pour l'art dramatique, pour le théâtre, mais aussi pour la diversité dans la grande communauté des pays arabes, des nations arabes, et comment justement l'expression de cette diversité se fait à travers la langue ou les langues, et sans doute les langues vivantes comme la Darija. Et donc, nous sommes ravis de pouvoir faire ça, même si de cette façon virtuelle, qui est sans doute un peu imparfaite. On a un peu de difficultés des fois avec la technologie, mais en même temps, on est ouvert à d'autres publics, non seulement à Madrid, mais aussi avec le programme de Aula Mediterránea, avec l'Institut européen de la Méditerranée qui est basé à Barcelone. Donc, nous faisons aussi cet effort et dans disons, ce nouveau projet de faire les conférences sur ligne, online, de pouvoir, disons, ouvrir aussi la diffusion à d'autres espaces géographiques. Donc, en tout cas, marhaba, ahlan wa sahlan, bienvenue sur Casa Árabe. Et j'espère bien que cela va être une session intéressante pour nos étudiants et en général pour notre public, puisqu'après on la mettra sur notre page YouTube de Casa Árabe. Et bon, autour de Adel, avant de vous donner la parole. Merci. Adel está en silencio. Il doit enlever le mute pour qu'on puisse l'écouter. شكرا كريم. Gracias كريم. مساء الخير. مرحبا بكم في هذه الحصة الثانية من برنامج أولا أونيفرسيتاريا بكاسا عربي. سنتكلم بالدارجة والعربية والإسبانية والفرنسية. Antes de pasar a presentar a Omar, evidentemente, me gustaría agradecer primero a Casa Árabe por seguir organizando esta segunda edición del programa Aula Universitaria Árabe, después del gran éxito que tuvo el año pasado, desde luego, y destacar también el papel de este programa que apuesta por una formación complementaria universitaria interdisciplinar, innovadora, y creemos que es muy necesaria para el estudiantado de todos los grados y másteres que participan en este programa. Y, por supuesto, el grado nuestro, tanto de lenguas modernas como de estudios seméticos e islámicos, que este año participa también con otra conferencia. Destacar también todo el trabajo del equipo de Casa Árabe, a Karim Hauser, que está con nosotros aquí, la coordinadora de formación y economía, Olivia Orozco de la Torre, que está detrás de las cortinas, si queríamos usar el término, ¿no?, teatral, en el camarino ahí controlando, por todo el trabajo que habéis hecho para que este programa esté donde está ahora mismo. La conferencia de hoy es una conferencia que aborda una temática realmente poco explorada en el mundo árabe, puesto que tiene como objeto el estudio del teatro, el arte dramático en general. Sabemos que el teatro es uno de los géneros literarios más olvidados, no solo en la literatura árabe, sino también por la propia crítica literaria. Y la particularidad de la conferencia del profesor Omar Fertat de hoy radica también en que se enmarca no solamente dentro de los estudios literarios, sino también culturales.
con una dimensión sociolingüística, identitaria y también ideológica, incluso me atrevería a decir también política, como vamos a ver más adelante en la conferencia que nos va a ofrecer Omar. Y todas esas dimensiones van a estar presentes de manera considerable, ¿no?, hoy con la sesión que nos brindará Omar Fartat. También todos sabemos el papel del teatro, que es una forma de expresión no solo literaria, sino también es una manifestación social y potencialmente política, sobre todo en el contexto de las zonas, ¿no?, que abordamos, que es el norte de África y Oriente, ¿no? Con lo cual, toda esa temática va a ser abordada por Omar Fartat. Es un gran conocedor y experto de la historia del teatro árabe en general, pero especialmente el marroquí, aunque la conferencia de hoy nos va, digamos, a desglosar y abrir todos esos entresijos, ¿no?, de la historia del árabe marroquí, a través del contexto no solamente actual, sino histórico, ¿no?, y cómo se engendró este arte dramático en Marruecos y cuáles son ahora mismo las actuales tendencias y las nuevas formas de expresión teatral en árabe marroquí y también en otras lenguas. No voy a extenderme. Antes de darle la palabra a Omar, pues me gustaría presentarle brevemente. Omar Fartat es profesor e investigador de la Universidad de Bordeaux-Montaigne y imparte clases en el Departamento de Estudios Árabes y clases también de cine y teatro árabe en el Departamento de Artes Escénicas de la misma universidad. La investigación de Omar se centra principalmente en el teatro árabe y más particularmente la historia del teatro marroquí, la adaptación también al teatro marroquí y las nuevas dramaturgias en Marruecos. También se interesa bastante por temas relacionados con la representación del mundo árabe, musulmán en general, a través de la literatura y del ensayo. Omar codirige una colección que se llama Monde Arabe et Monde Musulman de la misma Universidad de Bordeaux-Montaigne. Le professeur Omar Fartat a publié plusieurs articles dans des revues internationales, indexés, et aussi des essais, pour citer quelques-uns. L'autre est ses représentations dans la culture arabo-musulmane, un livre coédité en 2016. Et un autre essai aussi très important dans l'histoire du théâtre marocain, le théâtre marocain à l'épreuve du texte étranger, traduction, adaptation et nouvelle dramaturgie. Et récemment, elle a publié un autre essai intitulé L'adaptation dans le théâtre marocain des débuts jusqu'à nos jours. Omar, elle est aussi active sur la scène théâtrale, elle est aussi directeur des rencontres universitaires sur les arts de la scène dans le monde arabe et co-auditeur aussi d'une revue sur le théâtre en langue française intitulée Horizon Théâtre. Et notez aussi que Omar est membre du jury dans différents festivals du théâtre, comme par exemple le festival de Libre Jeune du théâtre à Amman, le festival de Sharika, le festival du théâtre à Mazir, le festival de théâtre d'Agadir au Maroc. Et elle est aussi membre du comité d'experts au sein du Majlis al-Arabi, le Conseil arabe pour les sciences sociales. Encore une fois, merci Omar d'avoir accepté cette invitation. Pour nous, c'est un grand plaisir de recevoir aujourd'hui à Qasser Arabé, et malgré évidemment toutes les circonstances qu'on connaît tous, qui empêchaient que cette rencontre évidemment soit présentielle. De la part de l'université aussi Complutense de Madrid, on te remercie aussi pour cette rencontre qu'on va avoir avec Omar et avec les étudiants qui ont notamment l'occasion de vous écouter. Donc, merci Omar et à vous la parole. Merci Adil. Donc, je commence par, bien sûr, remercier donc, la Casa Arabé pour cette invitation. Je suis vraiment très content de pouvoir voilà, communiquer avec vous et pouvoir voilà, donc, donner cette conférence, surtout qu'elle est ouverte à plusieurs publics, dont les étudiants.
Merci à Adil aussi pour avoir permis cette rencontre. Et donc, je vais, voilà, puisque apparemment j'ai 20 minutes, donc je vais essayer de commencer très vite. Alors, je ne sais pas techniquement, bon, par rapport au PowerPoint, je ne sais pas si on peut le mettre en place. Adil, voilà, donc comme ça, hop, je ne sais pas s'il est en place, non. Très bien, oui, alors, super. Donc, je vais commencer, donc, ma conférence va porter sur le théâtre marocain en Darija ou théâtre marocain en arabe marocain. Voilà, c'est un sujet qui n'est pas toujours abordé et on va voir pour quelles raisons. Parce qu'on parle, généralement, on dit le théâtre marocain d'expression arabe. Et généralement, dans le mot expression en expression arabe, on inclut généralement la Darija. Alors, donc, je vais commencer par le commencement. Donc, comme vous voyez dans la première, cette image, j'ai choisi, ce sont des ruines romaines d'Algérie. C'est juste pour dire que, comme vous le savez, le Maghreb a été pendant longtemps colonisé, pendant 5 siècles à peu près, par les Romains. Donc, et que à cette époque-là, il y avait des théâtres et donc il y avait une activité théâtrale et spectaculaire qui existait dans le Maghreb. Et donc, les populations indigènes du Maghreb étaient bien sûr en contact avec ces lieux, fréquentaient ces lieux. Et donc, si la deuxième image, vous allez voir, j'ai choisi aussi pour plus localiser, donc la suite à Adil, donc plus localisé, c'est au Maroc, et ce sont des ruines romaines qui se trouvent à côté de l'Arrache, dans une cité romaine qui s'appelait Luxus. Alors, on sait qu'on a des traces comme quoi il y avait même des indigènes, des maghrébins, donc des amazirs ou des berbères, si vous voulez, qui ont écrit à l'époque romaine pour le théâtre. Par exemple, on retient le nom d'un certain Terence, que vers 159 après Jésus-Christ, avait écrit des comédies. Donc, Terence, c'était quelqu'un d'indigène d'origine maghrébine qui a écrit. Donc, on connaît bien aussi Apulée, Landor, tout le monde ça le sait. Donc, il y avait quand même des participations locales à ce théâtre en latin, qui s'écrivait en latin. Donc, alors, je vais sur ça, mais c'est un point sur lequel on peut revenir tout simplement parce qu'on ne parle pas beaucoup de cet héritage romain. On parle beaucoup de l'héritage qu'on va avoir par la suite et des troupes arabes. Voilà, ça, c'est les ruines du théâtre romain de Luxus. Donc, voilà, comme quoi il y avait des lieux qui existaient bel et bien au Maghreb. Je disais parce qu'on ne parlait pas beaucoup de ces liens, de cette filiation quand même qui peut exister entre la pratique théâtrale chez les populations maghrébines et cet héritage romain ou cette histoire romaine. Il y a une coupure qui s'est effectuée, une coupure a posteriori, et on ne fait pas d'effort pour lier et essayer d'aller chercher un petit peu quels liens ou quelles relations peuvent exister entre ce théâtre romain, est-ce qu'il a eu des continuités dans le théâtre maghrébin ou pas. Donc, on peut revenir sur ça, mais en tout cas, je voulais signaler ça, c'est une piste à explorer. Donc, sinon, quand on parle du théâtre marocain, généralement, alors, une petite précision méthodologique, moi, quand je vais parler du théâtre, je parle du théâtre dans sa forme occidentale. Et quand je parle d'autres formes, je les appelle des formes spectaculaires. D'accord ? Pour moi, le théâtre, c'est la forme européenne qui est arrivée dans le monde arabe au XIXe siècle. Donc, les Marocains vont découvrir le théâtre assez tardivement par rapport au reste des pays arabes, même par rapport au Maghreb, puisque le théâtre va arriver donc par le biais des troupes orientales. Alors, il y a deux contacts, on va dire, des Marocains avec le théâtre. Le premier contact, c'est le contact des Marocains avec le théâtre fait par des Européens, des colonisateurs, soit les Espagnols dans le nord. D'ailleurs, on dit que le théâtre Isabel Lados, c'est Isabelle II, c'est le premier théâtre au XVIIe siècle qui a été
bâti au Maroc, c'était vers Tétouan. Et donc, c'est le premier contact avec ce théâtre européen. Néanmoins, ce contact ne concernait qu'une infime élite, c'est-à-dire que ce n'est pas la majorité des Marocains qui ont pu découvrir ce théâtre, mais vraiment une élite, soit francophone, soit hispanophone, qui a réussi donc à fréquenter, à aller dans ces théâtres et voir les pièces soit espagnoles dans le nord ou françaises dans le reste du Maroc, donc le centre du Maroc. Sans parler bien sûr de Tanger, qui était une ville internationale où il y avait même du théâtre anglais, etc. Mais la majorité des Marocains vont découvrir le théâtre grâce à la venue donc, des troupes qu'on appelle orientales. Donc, ce sont des troupes qui sont arrivées d'Égypte en passant souvent par la Tunisie. D'ailleurs, la première troupe arrive vers 1923 au Maroc et qui était composée d'éléments donc de Tunisiens et d'Égyptiens, et ils vont jouer donc pour la première fois un théâtre donc arabe. Par contre, ça c'est la première fois, c'est un théâtre moderne en arabe. Et c'est là que, on va dire, la majorité des Marocains vont découvrir le théâtre donc de langue arabe. Alors, comme vous l'imaginez, la naissance du théâtre marocain va être par imitation. Donc, on va essayer de faire comme les pièces qu'on a vues. Et les pièces qu'on a vues, généralement, étaient en arabe classique. Pourquoi? Parce que les troupes orientales savaient qu'il fallait parler cette langue classique pour qu'il y ait communication, puisque le marocain, ils avaient le marocain, et donc il fallait une langue qui soit comprise par les deux. Donc, ce qui fait que les Marocains, donc on peut faire la suite, Adil, donc passer à la suite. Les Marocains vont par imitation jouer des pièces historiques. Donc, la première pièce très connue, c'est Salah ad-Din Ayyoubi, qui est une adaptation, oui, après, une adaptation de la pièce Le Talisman de Walter Scott, etc. Voilà, donc là, voilà, donc cette image, voilà, c'est pour ça que je voulais aller vite, mais c'est pas grave. Donc ça, c'est la plus connue, la forme, voilà, la forme la plus connue, c'est la halqa, le théâtre en rond. Donc ça, c'est une sorte de spectacle, là, je ne l'appelle pas théâtre, et on peut en discuter si vous voulez après, c'est une forme spectaculaire, l'une des formes spectaculaires les plus connues au Maghreb et au Maroc, plus connue au Maroc parce qu'il y a la place Jama el-Fna, très connue, qui est devenue donc patrimoine mondial d'humanité, immatériel d'humanité, grâce à cette forme-là. Donc, c'est une forme qui a existé. Et pour dire, on peut avancer, donc la langue, bien sûr, de cette forme populaire, c'est une forme populaire, c'est l'arabe marocain. Ça, cette forme de spectacle ne se faisait pas en arabe classique pour la simple raison qu'à l'époque, beaucoup de gens, là, les gens que vous voyez sur cette photo, par exemple, eh bien, ils ne parlaient pas. Donc, ils ne parlaient pas arabe classique, hein. C'est le problème d'un alphabétisme, etc. Donc, voilà une autre figure, c'est la figure du conteur, donc le fameux conteur de la plage Jama el-Fna, le halayqi, comme on l'appelle, donc c'est la figure la plus connue, alors que la halqa peut avoir plusieurs formes, mais qui, alors encore une fois, donc qui fait son spectacle en arabe marocain. On peut passer à la suite. Et là, on arrive donc à ce théâtre. Là, je reviens, je fais un retour, donc je reviens à l'arrivée, voilà, d'autres formes, on peut passer par la suite, ce sont des formes spectaculaires. Toutes ces formes, c'est le psat, donc c'est une autre forme spectaculaire. Et on avance donc, vous allez voir la photo de Salah ad-Din Ayyoubi. Alors ça, voilà, ça c'est pour dire que toutes ces formes-là, on peut aller par la suite, donc la langue, voilà. Donc celle-là, vous voyez un petit peu, donc on est dans une imitation donc, de Salah ad-Din Ayyoubi, voilà. La première pièce, donc jouée en, je crois, 1927, au Maroc, et qui était une imitation jouée en arabe classique, par contre. Alors, il faut comprendre le contexte, c'est que on est sous encore donc les années 20, on est sous protectorat, que ce soit espagnol, le nord, ou français. Et donc, il y avait quand même une sorte de, comme partout dans les pays qui ont été colonisés, donc une lutte contre l'occupant. Et le théâtre va servir comme moyen pour lutter contre l'occupant, ne serait-ce que pour, par exemple, l'utilisation de la langue arabe est très importante. Et vous allez voir qu'on verra que ces premières pièces traitaient souvent de sujets qui ont un lien avec la culture arabo-musulmane. On essayait de montrer des personnalités arabo-musulmanes connues comme Tariq ibn Ziyad, comme Salah ad-Din Ayyoubi, qui ont vaincu, donc Salah ad-Din, avec cette symbolique, il a vaincu les croisés, etc. Et donc, il y avait vraiment, à tel point que les nationalistes connus au Maroc, il fait ainsi par exemple, Abd Khalq Torres, les grands nationalistes, vont
utiliser, vont écrire pour le théâtre même. Abdelkhalek Torres va publier la première pièce marocaine, donc publiée, c'est Abdelkhalek Torres, qui est un leader nationaliste dans le nord du Maroc. Et donc, ils vont s'engouffrer dans cette brèche et ils vont promouvoir ce théâtre. Et donc, vous comprenez que la langue, quand même, la plus importante, la langue, c'était la langue arabe classique, avec toutes ces symboliques qu'elle porte d'unité, d'arabité, de l'islam, du Coran, etc. Néanmoins, malgré tout, donc on peut passer, malgré tout, petit à petit, donc les Marocains, après la phase d'imitation, commencent à écrire des pièces de théâtre dans le même style que les pièces orientales, en arabe classique, mais néanmoins, il y a quelques voix qui commencent à s'élever, donc commencent à s'élever pour dire que ça serait bien d'utiliser quand même l'arabe marocain parce que pour des raisons d'invraisemblance, c'est-à-dire que il y a, là j'ai fait une citation donc, qui est passée avant, d'un certain critique donc, marocain pendant les années 30 et qui reprochait, que, à une pièce de Qorré, donc Al-Awsiya, les tuteurs, où il reprochait à l'auteur d'avoir utilisé l'arabe classique, mais d'une manière biaisée un petit peu, puisque selon lui, invraisemblable, parce que selon lui, les personnages de la pièce, par exemple le juif, par exemple, qui joue le rôle, ou le berbère dans la pièce, s'ils ne pouvaient pas, dans la vraie vie, parler un arabe classique comme il le jouait sur scène. Donc, il fallait une sorte de vraisemblance. Et ainsi, il va enchaîner. Donc, il va enchaîner en disant que même, voilà, ce qui était un petit peu presque tabou à l'époque, quelque part, dire que toute la culture orale maghrébine avait sa place et qui était une culture. Et les arts en arabe marocain, c'était des arts qu'il fallait prendre en considération, qu'il fallait apprécier, hein, contrairement à l'idée donc, qui était répandue. Bien sûr, on va lui répondre par la suite la deuxième citation que j'ai mise, qui vient par la suite, un autre auteur, donc qui va lui répondre en bien sûr dénigrant tout ça, en s'élevant contre ce choix et en disant que voilà, tout ce qu'il a écouté, voilà, c'est pas de la bonne littérature, c'est pas l'art, le vrai art. Sinon, d'ailleurs, il sort cet argument qui est très intéressant. Si c'était vraiment ça, ces formes spectaculaires, la halqa et tout ça, si c'était un vrai de l'art qui a une certaine, on va dire, qualité, c'est un art de qualité, eh bien, il serait, on va dire, consigné et écrit dans les livres. Voilà le premier point qui est très intéressant et qui pose problème, c'est que les arts spectaculaires marocains, de manière générale, toutes ces formes traditionnelles, on ne trouve pas trace écrite. Hein, on ne trouve pas trace écrite pour la simple raison que l'élite de l'époque, c'est un art qui était un peu dénigré. C'est un art où on ne prenait pas la peine de l'écrire parce que c'est un art du peuple. C'est un art populaire, voire populiste, et qui ne méritait pas d'être écrit. C'est la même problématique qu'on va trouver même avec des formes, autres formes, même avec Zagel par exemple, avec l'Aïta par exemple, toute forme, tout ce qui relève de forme spectaculaire ou forme populaire avec l'arabe marocain était déconsidéré. Bref, donc on avance un petit peu dans le temps et petit à petit, bien sûr, on passe à la slide donc, suivant, et petit à petit, donc l'arabe marocain va commencer à prendre de plus en plus de place. On va faire un saut très rapide dans le temps et on va arriver les années 50 et avec l'arrivée d'un personnage, une personnalité qui va fortement marquer donc, le théâtre marocain, qui est André Voisin. Alors, le slide qu'on a là, c'est le début, on va dire, c'est le début du théâtre populaire marocain en arabe marocain. Donc, c'est Bouchaïb el-Bedawi, cette troupe que vous voyez là, les images que vous voyez là, Bouchaïb el-Bedawi avec le Bachir el-Alij, avec le maréchal Qebbo, non, ça on n'est pas encore arrivé là, donc avec le maréchal Qebbo, c'est, voilà. Donc, c'est une troupe qui a été semi-amatrice et c'est une troupe qui va populariser le théâtre en Derija. Ça va être un théâtre très populaire, un théâtre où il y a la musique très présente et qui va avoir une grande popularité auprès de la population donc, marocaine. Et la radio va jouer un rôle très important dans la diffusion de ce genre de théâtre qui était souvent un théâtre divertissant comique. Hein. Et puis, on a là la troupe de théâtre arabe, radiodiffusion. La même époque, c'est une autre expérience très importante aussi. Pourquoi ? Parce qu'on la doit, si on passe par la suite, on voit, c'est la première troupe
marocaine de radio, hein, c'est une troupe de radio à l'époque, hein, une officier qu'à travers donc, les Andes, et qui, on doit donc, vous voyez vers le milieu, il y a celui au milieu, il est encore là, il s'appelle Abdallah Chakroun. Donc Abdallah Chakroun, c'est le pionnier du théâtre radiophonique au Maroc. Abdallah Chakroun, on lui doit quand même le fait que deux choses. C'est le premier qui va faire jouer des femmes, donc, dont intégrer des comédiennes dans la troupe marocaine. Et la deuxième chose, c'est lui qui va prendre le parti ou faire le choix de jouer des pièces en arabe marocain et qui vont être diffusées sur les ondes marocaines, malgré toutes les réticences qu'il y avait, liées, bien sûr, comme je disais, à la place de, voilà, la place de la langue et son lien sacré avec l'islam, avec l'arabité, avec même le nationalisme, mais il va oser. Et ces pièces vont rencontrer un très grand succès. Il le dit lui-même dans les citations qui suivent qu'après les réticences, eh ben, le public marocain va beaucoup apprécier donc, ce genre de pièces théâtrales. Avec lui, l'arabe marocain ne va plus être seulement, comme avec le Bachir el-Alej ou Bouchaïb el-Bedawi, une langue comique, une langue de musique, mais l'arabe marocain va servir ou va devenir une langue qu'on va utiliser dans des pièces plus dramatiques ou des pièces sociales plus sérieuses, on va dire. Le registre sérieux, ce n'est pas juste pour rire. Donc, on peut aborder à travers cette langue des problématiques sociales importantes. Donc, la langue, quand même, va commencer un petit peu à prendre un peu plus d'importance et on va remarquer qu'elle va commencer à servir à dire des propos beaucoup plus conséquents et beaucoup plus importants. Donc, on passe cette étape-là et là, voilà, où arrive donc André Voisin, une expérience qui va marquer l'histoire du théâtre marocain, puisque les années 50, le Maroc va connaître ce qu'on appelle les stages dramatiques, d'art dramatique qui vont être organisés. Voilà, André Voisin, un Français donc, qui arrive au Maroc et qui va être à la tête de ces stages, ces formations. C'est la première formation professionnelle qui a été lancée par l'administration française, hein, par le ministère des Sports. Donc, c'est une étape très importante puisque la plupart des grands dramaturges qui vont venir par la suite vont être formés à l'école d'André Voisin. Alors, ce qui est intéressant avec André Voisin, c'est qu'il va tout faire pour créer un théâtre marocain populaire de langue marocaine. Même s'il était français, ben, il va prendre le parti parce qu'il voulait faire un autre théâtre, il voulait faire un théâtre populaire. Bon, André Voisin, on n'a pas là beaucoup de temps pour en parler, mais c'est quelqu'un qui va jouer quand même un rôle. Pour moi, c'est l'initiateur du théâtre populaire au Maroc en langue arabe. Et il va tout faire pour créer la première troupe professionnelle, on va dire, marocaine, Farqat Tamthil Maghribi, qui va comprendre les plus grands noms. Voilà, ça c'est le stage. Donc on voit Taïb Siddiqi, les plus grands noms du théâtre marocain, Taïb Siddiqi, Taïb el-Alej et compagnie. Donc au sein de ces donc, qui va durer, donc, André Voisin va partir du Maroc juste après l'indépendance, en 1957, mais en tout cas, depuis son arrivée jusqu'à cette époque, la création va voir l'apparition d'un trio. Bon, André Voisin va être entouré, là, si on voit la photo suivante, par un trio, d'abord par un duo marocain, Kelfaoui et Ouaziz, donc deux jeunes Marocains qui vont l'accompagner, et c'est eux qui vont s'occuper de la traduction des cours, et ils vont les premiers. Donc, voilà. On les appelle Atawakil. Donc, Atawakil, en fait, c'est une expression, c'est un nom qui intègre, en fait, les noms des trois. Certains disent qu'André Voisin aussi, les premières lettres de chaque nom et prénom sont inclus dans Atawakil. Donc, Atawakil, vous voyez, c'est Tahar Ouaziz, Ahmed Taïb el-Alej et Abd Samad Kelfaoui, qui vont être à l'origine. Certains, comme Benani dit dans son livre, Benani c'est un chercheur universitaire qui a écrit un livre sur l'histoire du théâtre marocain, il disait que c'est la naissance de la comédie marocaine moderne en marocain, en arabe marocain, en dirigeant. Et donc là, ça va être un tournant, c'est-à-dire que là, même sur le plan professionnel, on va commencer à avoir des pièces donc, où la langue principale est la langue marocaine. Taïb el-Alej va apporter une touche, donc très important puisque Taïb el-Alej, voilà, qui va devenir, Ahmed Taïb el-Alej au milieu, qui va devenir par la suite l'un des grands noms, des grands dramaturges marocains. Donc, il était versé, il avait cette particularité, c'est qu'il maîtrisait à merveille la langue marocaine, c'est-à-dire tout ce qui est zajel, il faisait des poèmes, le melhoun, il connaissait la tradition musicale. Donc, il a baigné dans cette culture
citadine marocaine, donc, puisqu'il est natif de Fès, et il va donc apporter sa touche, voilà. Et donc, on va avoir des pièces, après, oui, on peut passer à la suite, et donc, on va avoir, grâce à à ces personnes, on va avoir des pièces qui sont restées aujourd'hui mémorables, comme les fourberies de Scapin, ou Ameijha, qui va être même joué à Paris en 1957, 6 au Festival de Paris. Vous voyez Taïb Sederi, le jeune Taïb Sederi dont on va parler juste après. Et donc, voilà, cette pièce, Les Fourberies de Juha, va rencontrer un grand succès. Il y a encore des critiques en France qui en ont parlé. Et il y avait en même temps une autre pièce qui s'appelle Shtaba, Les Balayeurs, qui est entièrement, elle par contre originale, créée par la troupe, l'Atelier des auteurs, et dont la langue est marocaine. Voilà, vous voyez, c'est à Paris, et donc très grand succès. Et ce succès-là va marquer quelque part l'histoire aussi du théâtre marocain. Et on peut dire que la langue marocaine, le derija, est devenu une langue presque officielle du théâtre marocain, puisque l'élite de ce théâtre, les professionnels de ce théâtre ont joué avec cette langue, et bien sûr, on en fait de cette langue une langue artistique avec tout ce qu'elle comprend comme finesse, comme jeu de mots, comme proverbe, comme vraiment, ils en ont fait une langue riche. Donc, bon, le temps court, donc on est déjà à 20 minutes, donc je vais aller très vite. Et donc, les deux pionniers qui vont ancrer cette pratique voilà, sont Ahmed Taïb Lalish, qu'on a vu déjà dans les formations d'André Voisin, et Taïb Sederi. Ce sont deux personnes qui vont jouer un rôle très important et dans l'histoire du théâtre marocain, le théâtre arabe aussi, mais aussi dans l'installation de la derija, de la langue marocaine comme langue de théâtre par excellence. Voilà, Taïb Lalish, il a même adapté les pièces de Molière en derija et elles ont été publiées. Et puis on a le grand, donc Taïb Sederi. Taïb Sederi, voilà, vraiment c'est la figure, l'emblématique du théâtre marocain, la figure peut-être la plus connue dans le monde arabe et dans le monde, et qui représente le théâtre marocain. Taïb Sederi, il a beaucoup adapté en arabe marocain, mais surtout, il va marquer les esprits par ses créations qui s'inspirent du patrimoine marocain. Taïb Sederi, en plus de la langue, voilà, ça c'est les adaptations, donc on attend Godot, etc. Mais la pièce qui va marquer les esprits, la pièce qui est considérée encore aujourd'hui comme un chef-d'œuvre du théâtre marocain, c'est Sidi Diwan Sidi Abdelrahman al-Majdoub, une pièce donc dans laquelle, voilà photo, dans laquelle il va donc en 1967, dans laquelle il va s'inspirer, où il va mettre en scène une figure du Majdoub, une figure très connue, non pas seulement au Maroc, mais au Maghreb. Donc, le Majdoub, c'est le sage connu pour ses quatrains, donc ses poèmes, 4 vers, donc qui représentent une sorte de sagesse que tous les Marocains connaissent. Il n'y a pas vraiment, les Marocains connaissent les poèmes de Sidi Abdelrahman Majdoub, et donc il va en faire une pièce de théâtre qui va rencontrer un très grand succès. L'originalité n'est pas que dans la langue, vous voyez, donc ça c'est donc El Harraz, et puis il va continuer dans la même lignée, sur le même chemin, avec une autre pièce très connue qui va rencontrer un succès phénoménal qui est El Harraz. Et donc El Harraz qui est inspiré du Melhoun, donc inspiré de cette poésie en arabe marocain, il va faire. Donc c'est un travail phénoménal qui va faire connaître sur le plan national et sur le plan arabe. Et puis, vers la fin de sa vie, il va revenir à une forme traditionnelle du théâtre marocain qui s'appelle le Bsat. Je vous ai montré l'image au début, c'est les comédiens avec des chapeaux pointus. Donc, il va s'en inspirer pour proposer une forme carrément originale en marocain, donc, qui s'appelle le cycle de l'Bsat. Voilà donc définitivement, on va dire, le théâtre en langue marocaine est installé avec ces très grands noms et ils vont même réussir à imposer cette langue même au-delà des frontières du Maroc. Alors, il faut dire que quand même bon, à cause peut-être de la langue, que Taïb Sederi, dans un premier temps, il était connu surtout au Maghreb. Les Maghrébins comprenaient ce qu'il disait, mais dans l'Orient, ça posait un peu plus de problèmes. C'est pour ça que Taïb Sederi, il va créer des pièces en arabe classique, notamment la plus grande ou la plus connue, c'est le Maqamat, Badi' al-Zaman al-Hamadani, inspiré de cette forme de séances connues dans la culture classique arabe, qui va le faire connaître. Après, il va travailler sur Tawhidi, sur des classiques de la littérature arabe, donc avant de revenir vers la fin à l'arabe marocain. Donc, on va aller très vite maintenant et on passe à la nouvelle génération aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, quelle est la situation?
Aujourd'hui, on a une nouvelle génération. On peut passer à dire donc la suite. On est face à une nouvelle génération, donc dont beaucoup d'acteurs de cette génération sont issus. Alors oui, Mohamed Qaouti, je suis désolé parce que je ne vois pas le slide en même temps. Mohamed Qaouti, on reviendra après, c'est Bouraba, quelqu'un qui a marqué aussi donc l'écriture en maghrébin, c'est-à-dire que Qaouti, contrairement à Siddiqui et contrairement à Taïb Alish, voilà, il va adapter. En attendant Godot, il va adapter Maître Pontilla et son Maître Vallée de Brecht en arabe marocain, mais pas seulement en arabe marocain. Il va les traduire ou les adapter en arabe marocain bédouin, on va dire, rural, de la campagne, vraiment du Chaouia, un lieu de campagne avec une langue. Et il va réussir à proposer des textes magnifiques qui vont être vraiment aujourd'hui encore. Voilà, on voit Touri Ejbran, Taïf Sederi, il a participé, Taïf Sederi, ça s'appelle Bouraba. Voilà, Bouraba, et là on voit donc notre regrettée comédienne qui vient juste de nous quitter il y a quelques semaines, hein, la grande Touria Jebran, qui a joué magistralement, vraiment, il a interprété d'une façon magistrale un rôle masculin. Hein, Bouraba, c'est un homme, donc c'est un terrien, hein, c'est Pontilla, c'est Maître Pontilla. Et donc cette pièce, elle est vraiment, ça va être une date importante dans le théâtre marocain. Et donc connaître un très grand succès et vraiment cette langue, c'est la preuve que la langue marocaine, même locale, même rurale, peut s'avérer une langue magnifique, une langue de théâtre par excellence. Donc on passe voilà, très vite à la nouvelle génération. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? Donc je parlais de cette nouvelle génération dont la plupart des acteurs sont lauréats de l'ISADAC, de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, la première institution dédiée au Maroc des années 80, a été créée pendant les années 80, dédiée à la formation théâtrale au Maroc. Donc, cette école, donc cet institut, va donner aujourd'hui, on a plusieurs générations, donc qui sont actuellement, je peux dire, que les acteurs principaux du théâtre marocain et même certains dans le cinéma aussi marocain, si on pense à El Saïdi, etc. Donc, ces jeunes-là, alors, 95 ou 98% de leur création, que je connais très bien, j'ai eu la chance d'y assister, et que voilà, sont en arabe marocain. Donc là, la question ne se pose même pas. Donc là, vous voyez par exemple des pièces avec lesquelles ils vont avoir beaucoup de prix, et c'est-à-dire que la langue marocaine, on va dire, l'utilisation de la langue marocaine ne va même pas se poser avec cette jeune génération. C'est quelque chose de naturel qui pose aucun problème, aucun complexe. Et le plus intéressant, ça va être maintenant, c'est voilà, vous voyez, c'est dans la forme en fait. C'est comment on va jouer ces pièces, quelle dimension, quelle donnée à ces pièces. Ce sont des jeunes qui s'inscrivent dans le théâtre mondial, c'est-à-dire un théâtre qui se base sur tous les langages scéniques. Vous voyez un petit peu l'imitation, le grotesque. On n'est plus dans la forme classique du théâtre, on est dans des formes modernes où donc il y a le jeu prend une place, la lumière prend une place, la scénographie est très importante. Voilà, donc on passe les images. Là, vous voyez, c'est une image de Schizophrénia. Donc celle-là, c'est une image de donc Asma Houri, c'est la pièce Harif qui a eu le Grand Prix du théâtre arabe en 2016. Donc on peut passer par la suite. Donc je vous ai mis énormément. Voilà, Hadda, on a parlé de Jawad Sounani tout à l'heure, qui a été cité. Donc l'une des pièces de Jawad Sounani, Hadda. Et on a aussi donc Mohamed Al-Hor avec sa pièce donc solo. Donc toutes ces pièces-là, si vous voulez, sont en arabe marocain. Sont en arabe marocain, ont eu beaucoup de prix. Donc toutes ces pièces ont été primées, soit au Maroc et même à l'étranger. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est que les pièces de théâtre, notamment celle de Asma Houri Harif et celle de solo qu'on voit là, de Mohamed Al-Hor, ont réussi à gagner, voilà, Harif, c'est marqué le Grand Prix du théâtre arabe, du Festival du théâtre arabe. C'est un festival qui réunit tout. Donc, c'est une sorte de concours où on trouve des pièces qui viennent du monde arabe, tout le monde arabe, et ces pièces-là, donc, ont réussi à avoir le Grand Prix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on nous a toujours dit, que la langue marocaine n'est pas comprise et peut être un frein à la diffusion du théâtre marocain, eh bien, c'est un argument qui tombe à l'eau. La preuve, c'est que voilà des pièces qui sont au marocain et qui arrivent quand même à avoir des prix et à plaire à un public local.
ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette génération revendique aussi la langue marocaine, et on peut citer Mahmoud Chahdi, c'est passé par la suite, aussi un de cette jeune génération. Donc, Mahmoud Chahdi, qui, lors d'un entretien avec lui, m'a raconté qu'en étant à Shariqa, donc voilà, Mahmoud Chahdi, Bin Bin, cette pièce, à Shariqa, on lui a reproché, on lui a dit pourquoi vous ne faites pas de pièces, pourquoi vous n'utilisez pas l'arabe classique. Et en fait, sa réponse était claire, c'est que pour lui, la langue, sa langue où il se sent le mieux, sa langue qui exprime ses sentiments, il fait ses pièces, comme il a dit, d'abord pour les Marocains, puis que le théâtre n'est pas que la langue, c'est tous les éléments, comme je disais au début. Et donc, il a dit que lui tient à utiliser cette langue, et il trouve que c'est une langue magnifique et qui sied, voilà, à la pratique théâtrale. Donc, voilà. Donc, là, on peut peut-être, voilà, vers la fin, dire aussi la nouvelle tendance dans le théâtre marocain aujourd'hui, la jeunesse. Voilà, il y a deux choses. Voilà, je vais terminer avec ça. Il y a deux choses. La première, c'est que les jeunes, la jeune génération, là, voilà, jeune génération, on va arriver là. La jeune génération maintenant adapte même, c'est-à-dire adapte des pièces de théâtre du français et de l'arabe classique vers la darija. Solo, c'est d'après un roman de Tahar Ben Jelloun, La prière de l'absent. Là, vous avez vu tout à l'heure Daif, donc c'est une pièce où il y a la darija avec l'arabe, donc qui est une adaptation de Barada, donc de roman de Barada. Là, ce que vous avez vu donc aussi avant, c'est une adaptation donc d'une pièce de et la dernière, si on peut revenir aussi, voilà, je vais finir par pas celle-là, celle d'avant de Naïma Zetan, pour dire que voilà, Naïma Zetan aussi, c'est une des dramaturges issues de l'Isadak, et sa pièce, pas celle-là, celle d'avant, Diali. Donc c'est une pièce qui va créer une grosse polémique au Maroc. Pourquoi? Parce que dans cette pièce, la metteuse en scène a franchi un tabou, hein, carrément, en parlant, hein, en évoquant les problématiques du sexe, et surtout le sexe féminin. Hein. Diali, c'est une adaptation ou inspiration, bon, ça dépend, de les monologues du vagin. Donc, et donc, elle parle, voilà, le thème principal, c'est le sexe féminin et la vie sexuelle féminine. Alors, ce qui va choquer dans cette, parce que ça va faire couler beaucoup d'encre cette pièce de théâtre, mais quand on suit un petit peu les débats, ce qui a choqué, mais véritablement, c'est le langage utilisé. C'est-à-dire que comment il a osé faire parler ces comédiennes en arabe marocain en traitant un thème aussi tabou. C'est-à-dire que cette pièce, si elle a été jouée en français, elle n'aurait pas posé, ou même, je dirais, même en arabe classique, elle n'aura pas posé le même problème comme puisqu'elle a été jouée en arabe marocain. C'est-à-dire que cette langue marocaine, et moi j'ai assisté à cette pièce, j'ai vu, elle a touché, parce qu'elle est toute, parce que c'est leur langue, c'est la langue, c'est les termes, les signifiés et les signifiants, donc parlent aux gens, et les gens se sont sentis concernés, même choqués des fois. Et bien sûr, là, on est avec cette idée que, voilà, comment transposer quelque chose, parce que c'est ça le véhicule qui véhicule la langue marocaine, elle véhicule une réalité, une quotidienneté, mais qui peut être très poétique aussi, mais en tout cas une réalité qui touche de près les spectateurs, et c'est ce qui a choqué. Et beaucoup ont dit, mais comment il a osé utiliser des mots, voilà, alors que ce sont des mots qu'on utilise tous les jours au Maroc, hein, dans la société, des mots pour, voilà, caractériser, pour parler du sexe, pour parler des organes génitaux, etc. Mais ça a choqué les gens. Voilà, pour ne pas être, je sais que vous m'avez dit que j'avais 20 minutes pour qu'on laisse un petit peu la place donc à la discussion. Voilà, on est déjà à 30 minutes, donc je vais arrêter là. Voilà, ça on peut revenir sur ça, mais c'est voilà la pièce de moi. Mais bon, je vais arrêter là et je préfère laisser la place à la discussion et à vos questions. Je vous remercie. Merci beaucoup, Omar, pour merci beaucoup. Parcours. Je ne sais pas si on m'écoute. Oui. Oui, oui. Oui, pour ce parcours qui, en fait, met en évidence, d'une certaine façon, l'importance du théâtre, non seulement comme un langage artistique en soi-même intéressant, et qui, en fait,
a eu une évolution très claire dès le début et aussi d'une certaine façon qui a vraiment mûri, qui est passé par aussi une partie je pense, de quête d'identité pour savoir en fait si c'était la langue du colonisateur ou la langue classique ou quelle était le véhicule le plus proche, disons, à l'âme du peuple marocain. Et finalement, c'est clairement un peu comme ce dernier exemple de Daimazitane Diali. C'est super clair que c'est cette darija qui, en fait, devient un véhicule pour rompre les tabous, pour rentrer dans des thèmes, dans les mœurs des Marocains et pour mettre en question plusieurs des thèmes qui, je pense, tracassent les familles ou les individus dans notre société contemporaine, soit au Maroc, soit dans le reste du monde arabe. Donc, c'était vraiment très, très intéressant. Évidemment, vous demandez de faire tout ça en 20 minutes. Nous savons que c'est très, très difficile et ce n'est pas suffisant pour toute l'histoire de ce théâtre. Mais n'empêche que je pense qu'au moins, vous avez semé déjà, en fait, au moins pour moi, mais je pense aussi pour nos étudiants, plusieurs idées pour le débat. Alors moi, en tout cas, j'ai une question avant de parler, avant de céder la parole à Adil, mais ça serait un peu sur notre… comme vous voyez, nous approchons de cette décennie de 2011 et donc on va ici à Casa Árabe et aussi on va faire une réflexion avec les universités sur voilà les conséquences des mouvements populaires des printemps arabes. Donc, et c'est vrai qu'au Maroc, il y a eu aussi un mouvement pas si, disons, tourmenté qu'ailleurs dans la région, mais est-ce qu'il y a quand même dans le langage du théâtre, disons, un avant et un après de 2011? Est-ce qu'il y a une volonté de changer les thèmes, voire même la langue qui est plus directe, qui s'approprie sans complexe, comme vous avez dit? Est-ce qu'on a franchi un seuil quelque part en 2011 et qu'est-ce qu'on a, où est-ce qu'on est maintenant à partir de ces mouvements sociaux? Merci pour la question. Alors, pour 2011 au Maroc, ce qu'il faut savoir, c'est que je dirais que le théâtre a été très présent et je vais vous expliquer pourquoi, notamment à travers, et d'ailleurs vous en avez parlé, à travers des personnes comme Jawed Sounani et Driss Sikes. Alors, moi, je n'ai pas eu le temps de parler d'une expérience vraiment assez intéressante, assez marquante, et c'est dommage qu'elle n'a pas duré dans le temps, c'est ce qu'on appelle l'expérience de débat théâtre citoyen. Alors, débat théâtre citoyen, donc, c'est une expérience menée par Jawed Sounani et Driss Sikes qui est dramaturge aussi, écrivain, dramaturge, et les deux vont proposer une sorte de laboratoire, c'est-à-dire qu'il y avait une convention avec l'Institut de français à Rabat qui leur prêtait la salle de théâtre pendant un certain temps, je crois, un week-end par semaine, quelque chose comme ça, je ne vais pas dire de bêtises, mais en tout cas pendant un certain temps, et ils disposaient de cet espace et ils pouvaient organiser ce qu'ils voulaient. Et ça a donné, leur travail vraiment a été fantastique parce que c'était un laboratoire où beaucoup de choses ont été dites, et même quand on fait des recoupements avec le mouvement de 11 février au Maroc, avec le mouvement, il y a beaucoup de
d'acteurs de ce mouvement se trouvaient dans cet environnement de débat théâtre citoyen. Hein, c'est-à-dire qu'ils se sont produits dans ce débat théâtre citoyen parce qu'il y avait cette idée de comment on peut être des citoyens à travers l'art. Hein, donc un engagement, voilà, c'était un engagement. Et donc cet engagement se reflétait dans le travail de tous ces jeunes, parce que les jeunes, beaucoup sont passés aussi par là, et ces jeunes, et les tabous ont été franchis aussi, si vous regardez un petit peu, même surtout, alors je peux dire, surtout en plus des pièces qui ont été montées par Jawad Sounani, mais ils avaient surtout une séquence qui s'appelle Khbar fil Masrah. Le Khbar fil Masrah, c'était une sorte d'improvisation qu'ils faisaient. Hein, improvisation, et à partir d'improvisation, il y a des pièces qui ont été écrites. Et ça a donné des choses magnifiques, donc très osées, très, très intelligentes. Hein. Moi-même, j'ai publié ici à Bordeaux donc 2 pièces de Driss Xiques, dont une 180 degrés, qui a été le fruit de Khbar fil Masrah. Et donc, pour dire que oui, moi je crois que oui, et qu'il y avait cette prise de conscience, cette prise de, c'est-à-dire cette liberté de temps aussi, hein, et l'engagement. Ce sont des éléments qui sont présents aujourd'hui encore, quand même, moi je vois beaucoup à travers cette nouvelle génération. C'est une génération qui s'inscrit dans le mouvement du monde, qui s'inscrit dans le mouvement social aussi. Ce n'est pas des gens qui sont en dehors de la société. Hein. Et je peux dire aussi que même au niveau des tabous, on a vu avec Naïma Zetan, on a vu même sur le plan politique, donc il y a des choses qui sont dites, il y a des frontières qui sont poussées un petit peu, malgré d'ailleurs, à un moment, il y a le mouvement islamiste au Maroc qui a essayé de freiner un petit peu tout ça en proposant ce qu'ils appellent un art propre. Hein, c'était vraiment. Et quand on voit ça, il y avait une réaction quand même très importante des acteurs culturels, y compris les gens du théâtre qui ont défendu le droit à dire, à parler, à oser. Et donc, je crois que oui, moi, je crois que ça a changé quand même quelque chose et on peut passer une dynamique qui s'est mise en place. On la voit aussi dans la musique, partout. Bien sûr, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Hein. Vous savez, le théâtre n'a pas les moyens. Structurellement, il n'y a pas l'infrastructure. Aujourd'hui encore, les jeunes, là, avec l'arrivée du nouveau ministre, ils souffrent beaucoup, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas été payés. Donc, il y a énormément de problèmes. C'est des militants, moi j'appelle, franchement. C'est des militants artistiques, hein, vraiment. Mais ils continuent quand même à produire avec intelligence et avec les moyens du bord. Ah, micro. On a eu un petit problème de micro vers la fin, mais bon, pas de problème. Adil, tu reprends? Oui, je reprends. Merci Omar pour cette magnifique conférence vraiment qui nous introduit d'une manière exceptionnelle sur l'histoire du Maroc et ses nouvelles tendances actuelles d'un point de vue non seulement historique mais aussi critique. C'est ce que nous, évidemment, nous intéresse beaucoup. Hein. Je veux retourner un petit peu sur cette absence des textes écrits des spectacles traditionnels marocains, ça veut dire le théâtre marocain populaire, non? Oui. Chabi. Oui. Pour connecter un petit peu la première question avec la deuxième. Donc, pourquoi donc nous n'avons pas des traces écrites de textes de spectacles traditionnels marocains? C'est la première question. Et la deuxième, elle est connectée avec la première question. Donc, quel est l'état maintenant de l'édition des pièces marocaines en Darija? Oui. Alors, oui, merci por la question. Oui. Karim, no sé si podemos traducir las preguntas o así rápidamente para que ¿no? los asistentes un poco nos sigan, ¿no? Y que sigan el hilo. Bueno, la primera mía tiene que ver por qué no hay una recopilación de toda la tradición popular marroquí, o sea, lo que Omar llama el espectáculo tradicional marroquí, ¿no? O las artes tradicionales marroquíes. Y la segunda, ¿cuál es el estado de la edición de las obras de teatro escritas en árabe marroquí? Merci Omar. Alors, oui, alors, merci pour cette question parce que, en fait, là, tu touches un point très sensible, on va dire, de l'histoire du théâtre marocain. Hein?
Donc moi, actuellement, je suis en train de travailler un petit peu sur ça. Et c'est-à-dire que il nous manque beaucoup de sources. D'abord, pas que les textes de ces spectacles-là, mais plus au-delà, il nous manque des sources concernant l'histoire de ce théâtre-là ou de ces spectacles-là. On a tout un pan, ce qu'on appelle les arts traditionnels, les arts spectaculaires, halqa, le bsat, le ketfi, il y a plein. Mais quand on regarde de près, vraiment, quand on regarde de près cette histoire-là, on trouve qu'il nous manque des sources. Pour moi, c'est une histoire anecdotique qu'on a pour le moment. Je peux vous dire que j'ai vraiment lu pratiquement tous les livres de référence en la matière, qui parlent de l'histoire du théâtre marocain. Rare, très rare, on trouve une source historique qui dit, par exemple, un tel a parlé de la halqa dans un texte historique, par exemple. Vous voyez? Et donc, voilà, on a ces expressions que le halqa, c'est depuis la nuit des temps, etc., etc. Donc, il nous manque peut-être un travail d'historien, parce qu'on n'a pas de vrais historiens qui ont fait le travail. Il nous manque un travail d'historien pour reconstituer cette histoire. Première chose. Deuxième chose, c'est que l'histoire du théâtre marocain, donc, on la trouve, les traces, même les formes spectaculaires, là, ce qu'on parle, on a Bougeloud, toutes ces formes spectaculaires, les traces, les sources les plus claires, ce sont les sources des ethnologues européens, à partir du début du XXe siècle. Voilà. 20e siècle, fin 19e siècle, ce sont les ethnologues qui ont parlé de ces formes parce qu'en tant qu'observateurs, ils étaient là, ils ont assisté, ils nous ont raconté un petit peu ce qui se passait, ce que c'est que, d'où le mot fraja par exemple, moi j'ai cité, il parle du mot fraja que les autochtones marocains utilisaient beaucoup ce mot, ils utilisent le mot le carnaval marocain, donc qui se jouait. Donc il y a, voilà, ça ce sont des sources écrites qu'on a, moi j'ai voilà, une compilation de toutes ces sources écrites, mais en dehors, et c'est ce qui est repris un petit peu dans, voilà, dans les livres d'histoire. Donc, il nous manque tout ce travail, voilà, même si avec tout le respect que j'ai pour des gens qui ont fait un grand travail comme Abdallah Shkron, on a parlé, j'ai cité Abdallah Shkron, en plus d'être un animateur et un pionnier, il a écrit beaucoup sur le théâtre marocain, il a écrit sur l'histoire, mais Abdallah Shkron n'est pas un historien, Abdallah Shkron n'est pas un historien, Shkron raconte des choses, mais qu'on ne peut pas vérifier. C'est ça le problème. On ne peut pas vérifier. Et le problème, c'est que beaucoup de gens s'appuient sur ce livre-là, d'Abdallah Shkron, donc, comme une source historique. Alors que non, ce n'est pas une source historique. Et peut-être qu'il faut qu'on revoie ça. Le deuxième point, maintenant, par rapport au texte. Mais c'est simple. En fait, les textes, on ne les a pas. Pourquoi? Parce qu'on ne s'est jamais intéressé à ce genre de spectacle dans notre culture marocaine. Voilà, de manière générale. Comme je disais au début, et d'ailleurs ça, en Espagne par exemple, on le trouve beaucoup. Si vous revenez, par exemple, je vous donne un exemple, vous revenez sur toutes les formes artistiques qui relèvent de l'oralité du maghrébin. Il y a deux choses, l'oralité et le maghrébin. Ça, c'est deux points qui n'étaient pas très appréciés par le khassa, par l'élite culturelle qui fait l'histoire quelque part et qui écrit l'histoire. Ils ne s'intéressaient pas à ça parce qu'ils considéraient que c'était des arts profanes qui ne méritaient pas d'être consignés tout simplement. Je vous donne un exemple, et là j'ai travaillé, peut-être vous connaissez très bien ça en Espagne, sur le mot shahat, par exemple, Zajel, en Andalous, par exemple, et vous voyez que les premiers travaux qui ont été faits sur ce registre-là, c'était des orientalistes. C'était, alors il y avait un espagnol, alors j'ai oublié le nom, qui est très, très, très connu, donc qui a travaillé sur Ribera, par exemple, qui a travaillé sur Ibn Quzman, par exemple, dès 1912. Voilà, Ibn Quzman, donc le grand poète du Zajel andalou, donc on a découvert, il restait un exemplaire de son livre qui a été découvert donc, par le baron Victor de Rosen, etc. Voilà, il y a un livre, notre collègue Hassan Najmi, qui a écrit un livre magnifique sur l'Aïta, sur ce chant de la campagne marocaine, et il explique très bien ça, que cette forme qui est très riche, artistique, des poèmes, des chansons, n'ont jamais été pris au sérieux, n'ont jamais été transcrits ni écrits par l'élite. Donc, ce qui fait qu'on a un vide. Voilà, on a un vide et il faut attendre vraiment le travail des ethnologues et l'ethnologie bien plus tard pour qu'on commence à s'intéresser de nouveau à ces formes spectaculaires. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas de texte et d'autant plus que la plupart des animateurs de ce genre de spectacle, c'était des gens qui n'écrivaient pas leurs textes. On n'a pas cette tradition écrite. Comme tu le sais très bien, on a dans une culture orale
un petit peu. Donc on dit les textes, on raconte. D'ailleurs aujourd'hui encore, sans parler qu'il y a beaucoup de gens qui étaient analphabètes, qui ne savaient pas écrire, mais il n'empêche pas qu'ils étaient de merveilleux artistes. Voilà, donc tout ça a fait qu'on a perdu, on a tout un pont qui est perdu, et tous les travaux actuels sur ces formes-là, c'est fait à partir de maintenant. C'est-à-dire on voit ce qu'il y a et on essaie de remonter un petit peu le temps. Voilà. Donc ça, c'est ce qui concerne l'absence donc des traces écrites par rapport à ces formes spectaculaires. Donc, ce qui fait que des fois, on a beaucoup de... Dernièrement, on parlait de l'bsat. Qu'est-ce que ça veut dire l'bsat? Par exemple, vous prenez le mot l'bsat, cette forme traditionnelle marocaine, vous allez trouver 60 versions différentes. Il y en a qui disent, voilà, l'bsat, ça veut dire le tapis. Voilà. Mais historiquement parlant, il n'y a aucune preuve qu'à l'époque, ça voulait dire ça. Maintenant, on peut traduire a posteriori, dire ce qu'on veut. Donc, on est plus dans des interprétations, hein, je dirais des interprétations a posteriori, maintenant, avec nos connaissances de maintenant, avec nos mentalités de maintenant, mais on ne fait pas de travail d'histoire pour remonter à ces sources. Peut-être si on fait un travail d'histoire, on trouvera des traces. Alors, donc, aujourd'hui, qu'en est-il de l'édition? Alors, heureusement que les choses ont changé quand même. Et bon, il faut dire que de manière générale, alors l'édition dans nos pays, elle est très limitée déjà, de manière générale. Hein. Et quand on va vers le théâtre, elle est beaucoup plus limitée. Hein. Vraiment, pourquoi? Parce que le théâtre, les gens ne lisent pas. On n'a pas cette tradition de lire le théâtre, parce que nos pièces théâtre marocaines ne sont pas dans les programmes. Hein. S'ils étaient dans les programmes, peut-être que les étudiants peuvent, ou les élèves peuvent acheter, hein, comme des manuels, les livres pour les étudier. Donc, on n'a pas cette tradition. Donc, vraiment, ça reste des initiatives très personnelles. Vraiment, ce sont des auteurs, des fois, qui payent de leur poche, hein, pour éditer, ou on va dire, certaines maisons d'édition militantes un petit peu qui, voilà. Et généralement, ce sont des gens très connus. Alors, moi, à mon avis, hier, avant de faire cette conférence, j'étais en contact avec un chercheur marocain, donc, qui s'appelle Fahd El-Karrat, fils du grand Mohamed El-Karrat, un grand universitaire et dramaturge. Et pourquoi j'étais en contact avec lui? Parce qu'il a écrit dernièrement un dictionnaire vraiment très important sur les pièces marocaines, hein, depuis le début jusqu'à maintenant. Je lui ai posé la question, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, quelle est la première pièce marocaine qui a été éditée? Et combien y en a-t-il? Gentiment, il m'a répondu que effectivement, c'est une question très importante, qu'il n'a pas vraiment réfléchi à ça, hein, qu'il n'a pas réfléchi à ça. Et c'est vrai, il m'a dit oui, ça va. Personne ne s'intéresse à ça. Donc, vous voyez un petit peu que, voilà, même la possibilité de poser cette question, ce n'est pas un domaine auquel vraiment on s'intéresse sérieusement. Peut-être qu'il est temps. Donc, je n'ai pas la réponse. Mais par contre, ce que je peux vous dire, puisque j'ai travaillé beaucoup sur le théâtre marocain, c'est que les grands noms ont édité. Par exemple, Taïeb Siddiqui, ces pièces, voilà, par exemple, je vous montre le Harraz dont je vous parlais tout à l'heure, elle a été éditée. Vous voyez, par exemple, la pièce Sidi Abdelrahman Mejdoub, elle a été éditée en marocain, hein, c'est édité en arabe, en marocain. Donc, lui, c'est depuis les années quand même, les pièces de Siddiqui quand même, depuis les années 80, hein. Donc, voilà, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà, 79. Depuis 79, donc la pièce Mejdoub 79, Harraz de Shraibi, donc 80. Et puis, on a des gens comme, par exemple, l'Alij, voilà, un autre grand nom. L'Alij, il y a toute une collection de ces pièces qui sont sorties dernièrement. Il y en a presque une dizaine par la Fondation Taïeb L'Alij, ce qui est très intéressant pour les chercheurs et pour les gens en arabe marocain. Et puis, il y a aussi maintenant la jeune génération aussi qui commence à éditer aussi. Et je peux citer par exemple Zoubeir Ben Bouchta, par exemple. Vous voyez, Zoubeir Ben Bouchta, un des jeunes dramaturges marocains quand même très connu, qui a publié ses pièces. Il y a même, voilà, il a sorti même la trilogie de ses pièces. Non, ça c'est Bourava. Donc la trilogie de sa pièce, voilà, Hôtel Tanja par exemple, où il y a toutes ces pièces. Et il y a des pièces aussi qui ont eu des prix, qui ont été publiées. Donc il y a énormément de pièces. Il y a même le théâtre populaire, on n'en a pas beaucoup parlé, mais populaire dans le sens boulevard. Donc c'est une figure donc très connue au Maroc, qui eux aussi commencent à publier. Donc il y a quand même ces derniers temps
il y a un intérêt, on va dire, peut-être pour la question d'un point de vue même culturel, de manière générale, donner la valeur à cette production culturelle locale, un petit peu. Donc, il y a quand même beaucoup mieux qu'avant, beaucoup plus qu'avant, pas comme on voudrait, hein, pas comme on voudrait, mais en tout cas, quand même, il y a ces dernières années, je crois, les pièces qui ont été publiées ces dernières années dépassent de loin les pièces qui ont été publiées avant. Voilà. Merci, merci Omar. On a une question de Ana González qui vous dit d'abord bonsoir, merci pour votre conférence, comme toujours très intéressante. Vu que vous avez mentionné Naïma Zitan et l'impact que l'utilisation de la Darija a eu pour parler de sexe, je voudrais demander le rôle aujourd'hui du théâtre en Darija comme façon d'intervention sociale, par exemple dans des questions liées à la situation des femmes, notamment le théâtre aquarium, ou dans d'autres domaines comme par exemple l'intervention ou l'opposition politique. Shukran. Et je pense qu'avec cette question, on va commencer à boucler la conférence à cause du temps que Olivia nous avait donné au début, évidemment, sauf si Adel a aussi quelque chose à rajouter. Moi, je me demande, dans les temps de Corona, que devient la halqa ou les formes spectaculaires? Est-ce qu'on fait à Jama al-Fna du théâtre avec des masques ou qu'est-ce qu'on fait exactement? Donc, alors, je vais commencer par la première, je réponds à la deuxième, parce que cette question de Jama al-Fna, dernièrement, il y a eu pas mal d'articles qui ont été publiés, disons, puisque, comme je vous ai dit, avec ce qui se passe actuellement, donc, il y a une sorte de crise qui s'est installée par rapport dans le milieu théâtral marocain actuellement, donc liée aussi, entre autres, au changement de ministre, parce qu'il y a un nouveau ministre de la Culture qui vient d'arriver, et que, vous savez, au Maroc, la plupart, donc les gens, les acteurs, malheureusement, dépendent beaucoup des finances, des subventions de l'État. Hein. Chaque année, l'État donne une subvention, donc ce qui est dans la Constitution, une subvention pour la culture, qu'elle sous-traite avec les acteurs culturels. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes, une grosse polémique actuellement. Et c'est bien, vous m'en parlez, parce que j'aimerais en parler vite fait. C'est d'abord que les gens, il y a certains, vraiment, moi je trouve que c'est dangereux, parce qu'il y a certains artistes même qui commençaient à, croyant faire un geste, hein, un bon geste, ils ont rendu l'argent qui leur a été donné pour qu'elle soit versée dans ce qu'on appelle pour aider les gens qui souffrent de la corona, par exemple. D'accord? Et ça, c'était, à mon avis, c'était quelque chose de nuisible. Pourquoi nuisible? Parce que avec ce geste, il y a toute une polémique. Les gens, les Marocains, commençaient à croire que, en fait, que cet argent qui est donné aux artistes, c'était de l'argent qu'on leur prenait. C'était de l'argent qui servait à rien, en fait. Hein, les artistes, comme, voilà, donc c'est-à-dire comme si c'était, je ne sais pas, c'était une aumône, quelque chose qu'on volait aux Marocains, alors que c'est un droit, c'est ça. Il ne faut pas, si vous n'avez pas besoin de cet argent, parce que cet argent, l'artiste connu, je ne citerai pas le nom qui a fait ce geste, il y a des artistes moins connus qui travaillent avec lui. Hein. Il y a toute une industrie, toute une société qui vit un petit peu de ça. Ce n'est pas que les gens connus, les artistes connus, hein, qui touchent les subventions, mais cet argent sert à nourrir des familles entières, toute une industrie. Cette industrie qui est nécessaire au Maroc, nécessaire surtout, on l'a vu dans le corona, heureusement qu'il y a les arts, hein, pendant le corona, pendant les 3 mois de confinement qu'on a eu, heureusement qu'il y a le théâtre et la musique et le cinéma et tous ces arts qui nous ont aidés à survivre. Hein. C'est très, très important quand même ça. Et donc, en parlant de ça, c'est que ces artistes-là, avec tout ce qui s'est passé, ils ne sont même pas encore, ils n'ont pas touché leur argent, en fait. C'est-à-dire qu'ils attendent depuis 1 an, ils n'ont pas d'argent, donc ils n'ont pas de quoi vivre. Moi, je suis en contact, mais vraiment en contact avec ces artistes au téléphone, que je les connais. Il y a des gens, ils sont très heureux. Malheureusement, ils sont, voilà, c'est pas des gens, c'est des artistes. Hein, c'est-à-dire, ils ne vont pas sortir pleurer et dans les rues, mais ils gardent ça pour eux. Mais il y en a beaucoup qui souffrent. Et il y a un article dernièrement qui a été publié sur cette question qui parle effectivement de la halqa. Et déjà, ces gens, ces artistes qui sont moins entendus, parce que malgré tout, les artistes qui touchent les subventions de l'État, ils ont une certaine classe, ils ont une certaine audience. Voilà, audience, ce sont
Ce sont des artistes, on les entend, on parle d'eux. Mais ces pauvres gens qui font de la halqa, ces gens simples, parce que les gens de la halqa, c'est des gens simples quand même, hein, qui vivent de ça, mais ils sont des oubliés de l'histoire. Vraiment les oubliés, personne n'en parle, personne n'en parle, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Il faut savoir que c'est des gens qui n'ont ni sécurité sociale, ni autre source de revenus que leur spectacle. Il n'y a plus de touristes, donc c'est vraiment la situation très, moi je trouve, très compliquée pour ces gens. Il faut les regarder. Je sais qu'il y a une initiative qui a été lancée dernièrement, là, hier ou avant-hier, par notre ami Adnan Yassine Adnan, l'intellectuel, l'écrivain qui a écrit Haute Maroc et qui a fait organiser à la place Jemaa el-Fna une manifestation artistique à laquelle il a invité des acteurs de Jemaa el-Fna, etc. Je trouve que c'est une bonne initiative, au moins, voilà, que les faire vivre un petit peu ces gens-là. Mais en tout cas, c'est toujours la place, là, vous touchez quelque chose d'essentiel. Quelle est la place de l'artiste dans notre société arabo-musulmane? Quelle place on donne à l'artiste et à l'intellectuel? Ça, c'est une question essentielle. On voit ici en Europe comment on a réagi par rapport à ça et la place malgré tout qu'on a donnée à ces gens-là. Moi, je vis en France et vous voyez toutes les subventions qui ont été débloquées comme quelque chose de nécessaire pour la société française. Et donc, nous aussi, je crois qu'il faut qu'on fasse pareil et qu'on donne de la valeur à nos artistes. Et voilà. Alors, la deuxième question, par rapport à la contribution féminine, on va dire, et la langue, donc c'est déjà par rapport à la cause féminine. C'est ça, à peu près, si j'ai bien compris. Alors, oui, ce serait l'occasion aussi de parler un petit peu de la, je dirais aussi, la participation féminine au théâtre marocain aujourd'hui. Et ça, c'est un élément qui est très important. Moi, je suis actuellement en train de travailler sur cette question-là. Vraiment, je suis en train de préparer un article sur cette question-là, parce que je trouve que parmi les changements majeurs qui ont eu lieu dans la scène théâtrale marocaine, c'est l'émergence des figures féminines, moi je dirais, avec force. Aujourd'hui, la figure féminine, c'est pas assez, mais elles sont assez présentes dans la scène théâtrale marocaine. Avant, si vous voulez, l'autre génération, les femmes étaient présentes souvent en tant que comédiennes. Hein, même la période dont on a parlé, de Taïb Siddiqui, des 50, voilà, ce sont des comédiennes. Mais c'est à partir de l'ISADAC, hein, à partir de l'ISADAC, la création de l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle, qu'on voit l'arrivée de jeunes créatrices, non pas seulement de comédiennes, mais on va avoir des scénographes, des metteuses en scène, des accessoiristes, des chefs de troupe. Donc, ça, c'était quelque chose de très important. C'est-à-dire, socialement parlant, ces femmes, parce qu'il ne faut pas l'oublier, le théâtre reste encore dans certaines sociétés mal vues aussi, hein, parce que ça l'était depuis longtemps, pas que notre société, même dans la société européenne. C'est-à-dire qu'il y avait ces regards un petit peu suspicieux par rapport à ces comédiennes qui restent stars, etc. Mais ce regard change parce que ce sont des filles qui sont formées dans une école, qui ont des diplômes, qui ont des responsabilités. Et ça, c'est quelque chose de très, pour moi, de très important à signaler. Surtout qu'en plus, ces filles ou ces femmes se sont vraiment illustrées dans leur pratique. Alors, on peut citer les deux qu'on a cités, on peut rajouter aussi, il y a Latifa Ahrar, on a cité Asma Houri, par exemple, et Naïma Zetan Asma Houri, donc, qui a réussi quand même à imposer son empreinte sur la création théâtrale marocaine, donc d'une façon originale, ces pièces qui parlent les problèmes de femmes aussi, entre autres, pas mais les problèmes de femmes. Ntahoua, par exemple, la pièce sur donc l'histoire de la femme qui était torturée, de la vengeance, mais surtout sa pièce magnifique, peut-être que vous l'avez entendue. D'ailleurs, je vous invite, ceux qui nous entendent, à aller la voir, elle est sur Internet, vous pouvez la trouver sur Internet, Kharif, Automne. Donc Kharif, qui est une pièce qui a eu le Grand Prix du théâtre arabe, hein. C'est une pièce écrite à partir des textes de la sœur d'Asma Houri, qui malheureusement est décédée d'un cancer. Et Asma, elle a repris en fait ce qu'elle a écrit, sa sœur avant de mourir, en traversant cette douloureuse expérience. C'est des textes que sa sœur n'a montré à personne. Et donc Asma, à partir de là, elle a créé un spectacle qui est très, très intéressant. Franchement, moi, je vous invite à voir avec une sensibilité, sans trop de paroles, c'est avec le geste, avec Salim El-Moumni, donc une chorégraphe et danseuse. Donc, elle introduit la danse aussi. On a cette tendance aussi, la danse, le corps aussi,
c'est une histoire aussi, le corps féminin et sa présence sur scène. Donc déjà, on a réussi ça. Et bien sûr, il y a Naïma Zetan avec, bien sûr, Diali, qui est, voilà, on a parlé des tabous. Il y a Latifa Ahrar aussi, avec sa pièce Kafarnaoum aussi, qui, voilà, qui a eu beaucoup de critiques parce qu'elle a osé se mettre en bikini, même pas nue, juste en bikini sur scène. Donc, elle a été attaquée. Mais quand même, je trouve que voilà, donc je trouve qu'il y a une présence féminine et même sur le plan de l'écriture. Hein, l'écriture, on a aussi des femmes qui écrivent. Là, par exemple, on a Khadija Tmana, par exemple, qui a travaillé avec Naïma Zetan, qui a écrit une pièce de théâtre qui n'est pas mal, Tatambarka, en français et en arabe, sur la question des bonnes, les petites bonnes marocaines, hein, les petites filles. Vous voyez, les petites filles qu'on presque on considère comme des petites esclaves, en fait, avec cette tradition, donc, où on prive de leur enfance. Et donc, il y a une présence féminine, n'en parlons pas des actrices aussi, qui sont magnifiques. Donc, oui, moi, je crois que directement ou indirectement, la présence féminine sur scène, cette présence en soi est importante. Hein, importante parce qu'elle remplit un espace, parce qu'elle donne visibilité à une sensibilité et à une voix. Et donc, voilà. Les scénographes, par exemple, aujourd'hui au Maroc, il y a beaucoup de scénographes féminins, des filles scénographes, c'est énorme. Donc, voilà. Donc, j'espère que ça va, malgré les difficultés, encore une fois, mais tous les ans, on a des promotions de l'ISADAC. Voilà. N'oublions pas l'université aussi, puisqu'en université aussi, il y a des ateliers dans l'université, il y a des gens aussi, des femmes universitaires aussi, parce que le théâtre aussi, les femmes à l'université ont joué un rôle très important. Fatima Chebchoub aussi, voilà, c'est une dame qui a fait beaucoup pour le théâtre. Zahra Makash, aujourd'hui encore, qui officie à l'université d'Agadir, parmi les organisatrices du festival théâtre universitaire d'Agadir. Donc, il y a des dames, donc voilà, Anissa Derrazi qui me vient à l'esprit, qui est traductrice. Bon, il y a vraiment une présence féminine très importante. Merci à Omar Fertat pour ce témoignage et pour nous rappeler aussi que ce théâtre en Darija est un moyen aussi ou un véhicule pour lutter. Vous avez commencé pour dire que c'était un moyen de lutter contre l'occupant, contre l'occupation, et d'une certaine façon, ça continue de l'être, une occupation différente du pouvoir peut-être. Et bon, en tout cas, c'était vraiment une très belle conférence. Je vais laisser la parole à Adil pour conclure. Et bon, en vous remerciant de faire partie de Casa Árabe et Aula Árabe Universitaria. Merci. Merci, gracias Karim. J'ai rien à ajouter. Merci à Omar pour votre présence avec nous cet après-midi et pour partager tes connaissances sur le théâtre marocain et sur aussi l'histoire du Maroc social et culturel aussi, qui est très liée donc, à l'histoire du théâtre et des manifestations littéraires en général. Aussi, donc, agradezco a Casa Árabe, a los estudiantes que han estado con nosotros y que evidentemente han podido pues, disfrutar de una tarde bastante útil en términos de conocimientos que realmente pues, son nuevos y que les vayan a ayudar bastante en algunas asignaturas del grado. شكرا بزاف عمر وان شاء الله المره الجايه تكون معنا عاوتاني في البرنامج. Gracias a todos. شكرا عمر بزاف. Inch'Allah, shukran. Merci. Gracias a tout le monde. Et voilà, donc à la prochaine, Inch'Allah. A la prochaine. Hasta la próxima. Bueno, recordaros también a todos que la charla va a estar después disponible en YouTube para quien no haya podido quedarse toda la charla o si queréis también más adelante recomendarla. Es parte también de lo que Casa Árabe hace en este esfuerzo común con las universidades de poder poner estas conferencias, estas charlas, este conocimiento, poderlo compartir en nuestros canales, principalmente en nuestra página YouTube y, bueno, por supuesto, nuestra página web
siempre está la información completa sobre el acto. Así que, bueno, nuevamente, gracias a todos, a Adel, a la Universidad Complutense, a las personas que nos traen estas ideas, que en general vienen, por supuesto, en este caso del mundo académico, pero que también en este caso vemos que involucran también a el sujeto o el tema, a gran parte de la sociedad civil marroquí, a la comunidad artística marroquí y este ángulo particular que es el de la lengua, que finalmente es lo que da esta naturalidad y organicidad a estas propuestas teatrales de las cuales nos estuvo hablando, con gran cantidad de ejemplos, de nombres en nuestro ponente de hoy. Así que nuevamente, gracias. Agradezco sí, al equipo de Casa Árabe, a Olivia, que no está, a Judith, por supuesto, y Olivia Orozco. el trabajo evidentemente hecho. Y pues un placer trabajar con vosotras y con Karim, evidentemente también. Hasta luego, más salama. Adiós, más salama. Salama, Omar. مع السلامة. Merci, ciao.